Aujourd'hui, tu t'es réveillé avec l'envie de peindre une peau tannée, une peau de barbare, une peau un peu usée, qui a du vécu. Tu es sur le bon tuto. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je le disais juste en préambule, aujourd'hui on va peindre une peau un peu qui a du vécu, quoi. Une peau un petit peu qui a vu le soleil, qui a vu la bagarre, bref, qui est pas une peau de bébé, quoi. Et on va peindre ça sur un cyclope. Alors, dans cette vidéo, je le précise tout de suite, on va peindre un cyclope qui vient du jeu Cyclades. Pourquoi? Simplement parce que la vidéo est sponsorisée par Cyclades Legendary Edition, qui est un jeu actuellement en Kickstarter. On en reparlera plus tard dans la vidéo, mais je tenais à le préciser dès maintenant. Donc, avant d'attaquer la peinture à proprement parler, comme d'habitude, je te fais un petit rappel si tu peux partager la vidéo, si tu l'aimes, la liker, ou me mettre un commentaire, ou tout faire, eh ben, n'hésite surtout pas parce que ça aide énormément la chaîne. Là, on va passer au pas à pas. Bien sûr, comme d'hab, je te rappelle aussi que tu peux te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'ai toujours en téléchargement gratuit mon petit guide du débutant. Ça t'inscrit en plus à la newsletter. C'est tout bénef. Voilà, on passe à la peinture. Alors, on va tout de suite commencer la peinture de ce cyclope qui nous vient du jeu Cyclades Legendary Edition qui est actuellement en Kickstarter. On y reviendra juste après, on en parlera un petit peu étant donné qu'aujourd'hui c'est le sponsor de la vidéo. Mais on va, avant de commencer la peinture à proprement parler, discuter très très rapidement de un ou deux points théoriques sur cette peau pour déjà comprendre ce qu'on va essayer de faire. Alors, la première chose, quand on fait une peau comme ça, c'est de définir un petit peu quel type de peau on va vouloir faire. Là, en l'occurrence, on va partir sur quelque chose d'un peu plus tanné, on va dire. C'est une peau, voilà, d'un cyclope, d'un barbare. Ce cyclope, il est pas très habillé, il prend le soleil, donc sa peau commence à avoir un petit peu de vécu. Il n'a pas l'air de vivre non plus dans la richesse et le luxe à préserver sa peau. Donc du coup, c'est une peau qui va être un petit peu plus marquée. Donc déjà, bah, ça oriente sur certaines choses. Ça oriente notamment sur la teinte, mais aussi sur d'autres choses, et notamment le comportement de la peau par rapport à la lumière. Pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, je vous propose d'aller voir le travail d'un superbe peintre, à savoir Rémi Tremblay. Donc là, on va passer sur un partage d'écran, on va aller voir sur son compte Instagram et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. On va pas rentrer énormément dans le détail non plus, c'est juste pour arriver à voir quelles peuvent être les petites différences entre une peau, encore une fois, qui va être tannée et une peau qui va être un petit peu plus préservée, un petit peu plus claire, un petit peu plus préservée, quoi, en fait. Alors, nous voilà sur le partage d'écran avec la peinture, encore une fois, de Rémi Tremblay. Donc, pour ceux qui veulent découvrir son travail, là sur Instagram, c'est rt_art25. C'est vraiment un peintre exceptionnel. Il fait des pièces de dingo, bah, comme on le voit d'ailleurs hein, ici à l'écran. Ce sont des peintures qui sont juste monstrueuses. Là, en l'occurrence, on a une peau qui justement va ressembler un petit peu à ce qu'on voudrait faire, ou en tout cas l'esprit dans lequel on va s'orienter. Je ne dis pas qu'on va obtenir ça, mais en tout cas, c'est l'esprit qu'on veut, à savoir une peau assez riche en termes de couleurs, assez chaude, et qui est un peu marquée, voilà, qui est un peu tannée, qui est assombrie, colorée par le soleil, mais aussi qui a du vécu, une peau un peu marquée, avec voilà, des traits sur la peau qui sont un petit peu plus tendus, parce qu'on est encore une fois sur une peau de barbare. Et là, donc, ce qu'on peut voir, c'est que on a un contraste qui reste intéressant, on a des ombres qui sont quand même assez fortes, qui vont tirer sur des marrons un peu rouges, puis on va passer dans des orangés en termes de teinte intermédiaire, puis quand on va monter, on va tirer un peu plus sur du orange jaune désaturé sur les lumières. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des lumières qui sont assez diffuses, notamment par exemple ici sur le pec. Alors certes, il y a des stries hein, qui sont les muscles tout simplement, mais on a une lumière qui est quand même assez diffuse, on a des spots de lumière qui sont pas hyper marqués, qui sont pas non plus... On n'est pas sur une peau qui est franchement satinée, presque brillante, on est sur quelque chose qui est plus mat, avec une lumière qui est plus diffuse. A l'inverse, et on va rester dans le travail de Rémi, hop, on va regarder cette peinture-là. Bon, je crois que c'est Athéna, si je dis pas de bêtises. Là, en l'occurrence, on a une peau qui est beaucoup plus pâle, beaucoup plus claire. Pour autant, on a quand même un petit peu de couleur, notamment hein,
des petites variations, des petites nuances de carnation qui sont intéressantes, mais surtout ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des spots de lumière qui sont un petit peu plus marqués, notamment sur le visage, où on a une lumière qui est plus forte ici. On va avoir des spots de lumière aussi, par exemple là au niveau du nez, ou au-dessus de la bouche, qui sont un peu plus marqués, qui sont un peu plus francs, parce que là on est sur une peau qui est un peu plus préservée, un petit peu plus, entre guillemets, peau de bébé, et donc du coup on va avoir quelque chose qui va être un peu plus satiné, qui va avoir une brillance un petit peu plus importante. Donc ça, c'est la première chose théorique que je voulais voir avec vous. On va passer tout de suite à la seconde. La seconde chose importante que je voulais voir avec vous, quand il s'agit de peindre la peau, une erreur qu'on voit assez souvent, c'est le détachement des différents volumes. Quand je dis le détachement des différents volumes, c'est parce qu'ici, par exemple, on va avoir une grosse plaque ici, un gros volume qui est ici, avec une strie, une démarcation ici qui correspond à la fin du muscle. Puis ensuite, on va avoir un autre volume, encore des démarcations, puis là, il va y avoir un gros creux, puis l'épaule avec les muscles, et ainsi de suite, le petit creux là entre l'épaule et le triceps, et ainsi de suite. Et donc du coup, souvent, ce qu'on voit, c'est que on va faire ce volume, puis on va avoir un gros creux bien marqué, puis un autre volume, et à nouveau un gros creux bien marqué. Ça, c'est une erreur, en fait, et on va souvent, quand on fait ça, on va avoir une impression, justement, que ça n'est pas de la peau, mais ça va plus ressembler à une sorte d'armure avec des pièces qui sont détachées les unes des autres. C'est important, dans la peau, de bien faire le lien entre les différents volumes. Et quand je dis faire le lien, c'est-à-dire que, oui, ici, on va marquer ce creux, mais on va aussi faire un lien, hop, comme ça, peut-être à cet endroit-là, ou ici à cet endroit-là, un lien qui va indiquer à l'œil que la peau est un seul tissu, qu'elle est d'un seul tenant, et que du coup, on va avoir une continuité dans cette peau. On va avoir à chaque endroit, même s'il y a des muscles qui sont particulièrement marqués, on va avoir un endroit où la peau va avoir un espèce de pont. On peut considérer ça comme un pont qui passe au-dessus d'une rivière, qui fait le lien d'une route à l'autre. Eh bien, c'est exactement la même chose sur la peau, et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir partout, y compris quand on a des gros volumes très marqués ici, eh bien, on va avoir un lien entre les différentes zones de peau qui va montrer que la peau est d'un seul tenant, sinon encore une fois on va retomber dans le travers de pouf, ça ressemble à une armure. Donc maintenant qu'on a vu ces petits points théoriques, on va passer à la peinture à proprement parler. Alors pour la recette que je vais vous proposer ici, on va avoir besoin de Saddle Brown et Dark Brown qui vont me servir de mélange pour mon ombre maximum. Ici en fait j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que je veux quelque chose qui est relativement marron. On voit d'ailleurs hein, que j'ai fait des petits tests avant de choisir, puisque la peinture ici n'est pas encore sèche, mais en tout cas je voulais quelque chose d'assez marron mais qui tire un petit peu quand même sur du rougeâtre. Là on est un poil trop rouge et un poil trop clair ici, on va faire un petit mélange entre les deux pour obtenir un marron un peu rouge. Ça, ce sera pour notre ombre la plus forte. Puis ensuite, on va avoir en couleur intermédiaire du light brown. Là, on est sur un orangé, un marron orangé. Puis du radiant flesh. Donc là, on commence à décaler sur quelque chose qui est plus vert, du orange jaune. Et après, pour nos lumières, on va avoir du luminous flesh et du pale sand. Donc là, on est sur deux couleurs beaucoup plus claires qui sont sur des jaunes orangés désaturés. Là, on va être assez court, même si on l'a vu, on va pas non plus avoir un effet de brillance, donc on va essayer d'étirer un tout petit peu plus notre lumière, ou en tout cas de la rendre un petit peu moins brutale, et on va aussi monter un peu moins haut en lumière que si on avait une couleur de peau plus claire. Donc, c'est parti pour la peinture, on va mettre ça juste par ici, on va reprendre notre petit cyclope, et puis, eh ben, let's go! On commence. Alors c'est parti, on va commencer par notre couche de base et ici je vais faire comme je le fais assez souvent, c'est-à-dire que je vais commencer par mon ombre la plus forte et ensuite je vais monter progressivement en clarté. En plus de ces pots de peinture, peut-être que au fur et à mesure de la recette, on va vouloir ajouter des nuances dans la peau, ça viendra dans un second temps. Quoi qu'il en soit ici, on va passer notre couche de base. Donc j'ai fait un mélange entre ces deux peintures, j'ai fait un pour 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 tiers de dark brown, 1 tiers de saddle brown. Et là, on va passer donc notre couche de base. Ici, comme d'habitude, on dilue un petit peu, pas trop, on veut une peinture qui soit bien couvrante. On prend pas trop de peinture sur le pinceau. Et c'est parti, on étire bien notre peinture pour avoir, là en l'occurrence, une couleur bien homogène
sur l'ensemble de la figurine. Donc là, on va pas passer plus de temps sur cette couche de base. De toute façon, vous connaissez la couche de base. Ça nous permettra de ne pas faire durer la vidéo trop longtemps. Ok, donc là, on a fait notre couche de base. Comme vous le voyez, c'est propre sur la peau, c'est-à-dire qu'on a une couche qui est bien homogène, qui est bien lisse, il n'y a pas de petites taches de la sous-couche qui transparaissent ou quoi. Par contre, on est bien d'accord que c'est tout crado sur le reste, ce qui est tout à fait normal, puisque j'ai aussi pas pris le temps, en fait, d'éviter de déborder. C'est une perte de temps à ce stade-là. Toutes les zones qui sont en noir, qui sont autre chose que de la peau, on va les repeindre. Donc je perds pas de temps, je déborde pour aller plus vite sur le reste, ça me va très bien, ça c'est pas un souci. Bien sûr, pour avoir le rendu d'ici quelques étapes, je vais tout repasser au propre en noir, ce que je ne ferai pas si je devais peindre intégralement cette figurine juste comme ça, mais là pour les besoins de la vidéo, pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne sur la peau, je repasserai en noir, histoire de bien qu'on puisse constater exactement le rendu de la peau sans avoir la pollution entre guillemets visuelle des débordements. Quoi qu'il en soit, maintenant on va passer à l'étape suivante, à savoir le light brown. Alors, pour ce light brown, on va garder un pinceau de taille quand même assez grande, hein. On va pas passer tout de suite sur du petit, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on n'est pas encore sur les détails, donc du coup, on va pas non plus commencer à se casser la tête avec ça. Mais la deuxième raison, c'est que de rester sur un pinceau un peu plus grand comme ça va nous éviter potentiellement certaines erreurs, notamment le fait de tout de suite vouloir délimiter l'intégralité des petits volumes, comme je l'expliquais au tout début. Non seulement il nous faut un lien entre chaque volume, mais en plus de ça, on va essayer de donner un petit peu plus de lumière sur le haut de la figurine, ici, et donc du coup, ça, c'est toute une zone qui va être complètement recouverte par notre light brown, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir notre couche de base. Alors pourquoi avoir mis de la couche de base à cet endroit-là, me demanderez-vous? C'est pas obligatoire. C'est simplement que moi j'ai l'habitude aussi de travailler sur sous-couche noire, comme on le voit ici, et donc du coup ça permet de monter progressivement, donc d'avoir une meilleure couvrance avec les peintures les plus claires que de faire l'intégralité dans une couleur précédente. Maintenant, rien n'empêche de faire toutes les zones en notre mélange de saddle brown plus dark brown, et d'éviter les zones qui vont être entièrement en light brown pour ne faire que du light brown directement. C'est tout à fait possible. Donc sur le haut de la figurine, on va avoir une zone très large où on va être entièrement en light brown, et au plus on va descendre, au plus on va avoir une zone qui va être un petit peu plus courte avec ce light brown. Donc c'est parti. Donc là, juste pour expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire, on voit bien que j'ai une couche qui est très large, qui est pas propre du tout, il n'y a pas de dégradé ou quoi que ce soit. Là, c'est parce que je suis vraiment en train de marquer ma zone de lumière principale. Là, pour le coup, donc je recouvre l'intégralité, y compris dans les ombres, pour pouvoir avoir cette progression de luminosité aussi dans les ombres. À partir de maintenant, je vais commencer à réduire un petit peu plus ma zone. Donc là, par exemple, sur le bras, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'intégralité du dessus du bras. Par contre, sur le dessous, on voit que j'ai commencé à laisser davantage de ma couche de base. Donc en fait, je vais fonctionner comme ça systématiquement sur l'ensemble de la figurine. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé notre couche de light brown. Donc là, en l'occurrence, on a recouvert une très grosse surface, c'est normal, c'est parce que là, on est encore finalement dans nos ombres. Ce qui va être notre couleur intermédiaire, ça va plutôt être notre Radiant Flèche, un mélange, on va dire, on va être un petit peu entre les deux. Et comme on l'a dit, on veut avoir une diffusion de notre lumière qui est quand même un petit peu plus étirée, puisque on est sur une peau tannée. Par contre, on n'a pas tout recouvert non plus, comme on le voit dans les ombres les plus fortes. Si on regarde la figurine par le dessous, comme ça, on a encore pas mal d'endroits où on a notre premier mélange. Alors maintenant, c'est vrai que on peut se dire, ok, c'est pas hyper propre. C'est-à-dire que les transitions sont pas super bien faites. Il n'y a pas un dégradé à proprement parler, on a plus des taches qu'autre chose. Et ça, c'est normal dans un premier temps, puisque là, ce qu'on a voulu faire, c'est marquer notre zone qui est lumineuse. Et maintenant, on va justement faire en sorte de lisser un petit peu tout ça. Alors je vais le montrer ici pour cette étape-là, parce que c'est important, mais pour les autres, je ne vais pas le montrer, parce que ça va être exactement la même chose à chaque fois. Là, ce que je vais faire, c'est que il me reste un petit peu de ce mélange-là sur ma palette. On va le diluer fortement pour obtenir ce qu'on appelle un glacis.
Et ce glacis va nous permettre de lisser nos transitions. Alors un glacis, c'est quoi un glacis? C'est quelque chose de très dilué, voilà, comme ça. Là, on voit bien, c'est très très transparent. Et l'objectif, en fait, va être de passer ça sur nos transitions de manière à fondre un petit peu notre dégradé. Donc là, par exemple, ici, on a la zone au niveau du pec qui est là. Ce que je vais faire, donc je vais prendre un tout petit peu de glacis, on en prend vraiment très très peu dans le pinceau. Si on en a trop, ça ne fonctionne pas, ça va faire des grosses taches. Et donc du coup, ici, on va venir chercher depuis la zone lumineuse vers la zone la plus sombre. Alors, pourquoi je le fais dans ce sens-là? Eh bien, c'est pour une seule raison qui est toute simple, c'est que la couleur qu'on est en train de passer, c'est la couleur la plus sombre. Donc, du coup, quand on va relever le pinceau, paf, quand on relève le pinceau d'une manière générale, hein, ça crée une petite accumulation, une petite tache de peinture. Cette petite tache, étant donné qu'elle est de la couleur la plus sombre, eh bien, je veux qu'elle soit dans la zone la plus sombre. On va donc tirer les pigments depuis la zone la plus claire, pour qu'il y en ait très peu, vers la zone sombre, où ça va s'accumuler un petit peu plus, ça va renforcer notre ombre, tout en lissant notre dégradé. Donc du coup, on va faire ça plusieurs fois, puisque il faut bien garder en tête qu'un glacis, c'est quelque chose de très fin, de quelque chose de très léger. Donc, on ne voit pas l'effet final en un seul passage. C'est assez logique en soi, puisque si on voyait le résultat final en un seul passage, eh bien ça créerait une nouvelle démarcation. Qui dit nouvelle démarcation dit donc pas de dégradé. Donc là, je vais faire ça hors caméra, parce que ça prend un petit peu de temps, et une fois qu'on a fait ça, on va continuer notre processus d'éclaircissement de la peau. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé nos petits glacis. Donc on voit bien que là, nos transitions, elles sont beaucoup plus propres, elles sont beaucoup plus lisses, notamment par exemple, là, voilà, quand on vient regarder sous la cuisse, quand on vient regarder ici dans le dos, ou même encore sur l'épaule. Alors sur l'épaule ici, on a une zone qui est bien sombre, hein, c'est parce que là, on va faire un croisement entre une lumière qui vient dans cette direction et une lumière qui vient à l'opposé dans cette direction. Donc du coup, ici, on a notre ombre intermédiaire qui est là, enfin notre ombre du milieu du croisement des deux faisceaux. Et voilà. Là, ici, par exemple, j'ai laissé à cet endroit-là une zone un petit peu moins lissée pour voir ce que ça donne en termes de différence. Et là, maintenant, on va passer à la couleur suivante, à savoir le Radiant Flèche. Donc là, maintenant, je vais juste montrer très rapidement, étape par étape, ce que ça donne quand on va monter en clarté, notamment pour voir à peu près la zone qu'on va couvrir avec la nouvelle couleur, tout ça, mais je ne vais pas remontrer toutes les étapes de lissage et tout le tout en détail comme on vient de le voir, parce que sinon ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Mais avant de continuer la peinture de ce Cyclope, on va faire un tour du côté de la page Kickstarter de Cyclades Legendary Edition, puisque c'est aujourd'hui le sponsor de cette vidéo, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du Kickstarter, on va aller regarder un peu notamment tout ce qu'il y a en termes de figurines. C'est parti. O divine protectors of our cities, grant me your strength and wisdom to ensure my reign above all others. May the battle begin. Alors nous voilà sur la page du Kickstarter du partenaire de cette vidéo, à savoir Cyclades Legendary Edition. Donc, Cyclades, c'est un jeu qui existait déjà, qui a été fait par Ludovic Maublanc et Bruno Catala, mais là c'est une réédition, une grosse réédition qui revoit même des mécaniques dans le gameplay, qui ajoute beaucoup de matériel et notamment des choses qui peuvent nous intéresser ici, à savoir des figurines. Donc là, le jeu, il est déjà financé, pardon. Il y a plus de 732 000 euros, alors que 150 000 étaient demandés. Donc clairement, enfin, il sera fait, ça c'est une certitude. Et donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, on voit qu'il reste 11 jours. Je vais la publier demain, la vidéo, donc il restera 10 jours au moment où vous verrez cette vidéo. Donc on va faire un tour rapide de ce qu'est Cyclades pour résumer très rapidement le gameplay, puis ensuite on va aller voir un petit peu ce qui se passe en termes de niveau de pledge et en termes de figurines. Cyclades, c'est un jeu qui se déroule à l'époque d'une Grèce antique mythologique, avec les monstres mythologiques, avec les héros particulièrement célèbres de cette Grèce antique. Et ici, ça va être un jeu qui va mêler à la fois un système d'enchères,
un système de développement de civilisation et un système de conquête. Donc là, en fait, on voit avec la petite vidéo qui défile, on a au centre du jeu ce plateau qui est un plateau modulaire. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui permet d'avoir pas mal de rejouabilité dans un jeu. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et en fait, donc au début du jeu, chaque joueur va avoir sa petite région à lui, qui va être constituée à la fois de terre, mais aussi de mer, et la conquête, en tout cas la bataille, va se passer sur ce plateau central. Alors là, je me suis mis sur la partie de la page qui parle des fameuses métropoles, Metropolises. Donc là, en fait, on est sur la version 3D, parce que dans cette réédition, il y a une version du Kickstarter qui permet d'avoir également les bâtiments du jeu en 3D, pas uniquement les figurines des soldats, des bateaux, des héros et des monstres, donc c'est à savoir. Si je me mets ici, c'est parce que l'objectif du jeu, c'est de contrôler 3 métropoles. Et pour contrôler ces 3 métropoles, il y a 4 moyens de le faire. On peut contrôler 4 bâtiments différents qu'on voit ici, forteresse, université, temple, port. On peut, ici on voit avec les cartes philosophes, avoir 4 cartes philosophes pour contrôler une métropole. On peut également utiliser le pouvoir d'un héros parmi les héros qui sont présents ici sur l'écran. Donc là, on a 9 héros différents avec en tête de file Croesus. Et on peut également, avec notre petite armée de soldats, mais aussi de bateaux, tout simplement conquérir ces métropoles. À partir du moment où on va contrôler 3 métropoles, c'est là qu'on va pouvoir gagner la partie. Alors je disais tout à l'heure que c'était un jeu qui mêlait aussi une mécanique de pari, une mécanique d'enchère, et en fait c'est ce qu'on retrouve ici sur le plateau. En fait sur ce plateau on va avoir des emplacements où vont être représentés les différents dieux qui sont disponibles, et au début de chaque tour les joueurs vont récupérer un certain revenu dépendamment de ce qu'ils contrôlent sur la carte, et ce revenu va leur permettre notamment de parier, de miser des enchères sur les différents dieux, et c'est un élément important du jeu puisque c'est à chaque début de tour que ça va se passer, et en fonction de qui remporte les enchères sur les dieux, on va pouvoir faire des effets différents. Mais dans le jeu, les dieux ne sont pas les seuls à pouvoir nous aider dans nos tâches, puisqu'on a aussi, comme on le disait juste avant, les cartes héros, mais aussi les monstres qui, tous deux, ont des pouvoirs assez importants qui peuvent un petit peu renverser le cours de la partie. Donc on va devoir combiner un peu tout ça, s'attirer les faveurs des dieux, développer sa puissance militaire, conquérir des territoires, probablement aussi développer un peu des bâtiments pour avoir des ressources. Bref, on va vraiment se tataner la tronche sur ce plateau modulaire avec un beau jeu de conquête dans un univers de mythologie antique. Ça titille un petit peu, et que serait un si beau jeu sans de belles figurines? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, avant de regarder les figurines à proprement parler, il faut bien noter qu'il y a plusieurs niveaux de pledge pour ce jeu. Ici par exemple, on a le Meeple's Pledge, donc là, bien évidemment, dans celui-ci, il n'y aura pas les figurines. Ce seront des petits meeples avec des tokens un peu partout. Celui-ci permet d'acquérir le jeu pour un coût inférieur, en l'occurrence 59 €. Et ensuite, on a deux pledges différents qui nous permettent d'obtenir les figurines. Le tout premier ici, qui est à 100 €, celui-ci permet d'avoir l'ensemble des figurines, que ce soit les monstres, les héros, les soldats, bref, toutes les figurines des armées et des personnages. Et ensuite, à 120 € s'ajoutent les 3D buildings, donc les bâtiments et les métropoles, qui sont eux aussi sous forme de petites figurines, entre guillemets, ou en tout cas qui sont en 3D, et donc on peut s'amuser à peindre également. Donc maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil aux figurines. C'est un peu plus bas, on va scroller jusqu'à découvrir un peu les figurines qui peuvent être présentes dans le jeu. Là, on a un premier aperçu avec les différentes factions. Alors, c'était prévu en stretch goal, si je dis pas de bêtises. Les différents soldats pour représenter les factions ont été débloqués. Donc du coup, chaque faction aura sa propre petite figurine par soldat. Il y aura aussi les bateaux qui là pour le coup je crois sont identiques, simplement il y aura la couleur qui changera. Et ensuite on va avoir les figurines des monstres et aussi des héros. D'un point de vue matériel, c'est d'ailleurs assez colossal, puisque on va avoir 67 cartes, 179 tokens et tuiles, j'ai vu ça dans la page de présentation. Il y a aussi, donc la map, elle est constituée de 10 tuiles modulaires, mais en termes de figurines aussi, c'est assez important, puisqu'on va avoir un total de 96 figurines de soldats et de bateaux, et on va aussi avoir 15 monstres et héros.
Donc c'est quand même pas déconnant, il y a vraiment, vraiment pas mal de figurines, il y a de quoi se faire plaisir en termes de peinture, surtout que comme on le voit à l'écran, bah, les monstres et les héros, ça rigole pas, quoi. C'est vraiment des jolies figurines. D'ailleurs, vous l'avez vu avec la figurine que je suis en train de peindre dans cette vidéo, bah, c'est voilà, c'est de la figurine très sympa. Les monstres sont à une échelle de 50 mm, si je dis pas de bêtises, et les héros, eux, sont sur du 30-32 mm, si je dis pas de bêtises à nouveau, à vérifier quand même, mais c'est à mon avis des pièces sur lesquelles on va pouvoir se faire plaisir. Si toutes sont de la qualité de celles que j'ai pu avoir dans les mains, honnêtement, c'est du vrai beau matos. Alors j'allais dire pour du jeu de société, mais même pas en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment du beau matos même si c'était pas du jeu de société. Donc c'est vraiment un très haut niveau en termes de jeu de société. Maintenant, il faudra voir bien sûr le rendu final dans le jeu, tout ça, parce que là, on est sur des éléments qui sont des éléments de pré-prod, qui sont pas exactement les mêmes. Ça, c'est un bémol que je mets, parce que bah, bien évidemment, je ne peux pas juger de la qualité du matériel final, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment des super jolies figurines qui sont dynamiques, qui sont bien pensées. Là, par exemple, on voit le Gérion là, qui me fait beaucoup rigoler, cette espèce d'ogre avec trois corps qui sont tous en mode siamois, qui sont greffés l'un à l'autre dans le dos. Je trouve ça assez, assez sympathique. Et les héros ont vraiment de la classe aussi. D'ailleurs, il me semble que voilà, on voit un petit peu plus en détail ces héros. Là, par exemple, on a Persée, on va avoir Jason, qui est celui que j'ai peint en live sur Twitch. Alors, pour rappel, hein, pendant ce live sur Twitch, la figurine était plus petite parce que c'était vraiment de la pré-prod, c'était pas la version finale. On avait une figurine qui était beaucoup plus petite que la version qui sera présente dans le jeu, je tiens à le repréciser. Bref, il y a quand même vraiment de la super jolie figurine, et les monstres, bah, les monstres, ils claquent aussi. Cerbère, typiquement, Cerbère est vraiment superbe. Je trouve qu'il est hyper dynamique et tout. Le Kraken, il est vraiment classe aussi. Bref, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc, bah voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la page Kickstarter. Il vous reste 10 jours pour participer. Alors, on en est ici. Et donc, du coup, là, on va reprendre nos lumières avec du Radiant Flèche. Donc, le Radiant Flèche, en fait, on va être assez large en haut. Et on va raccourcir, toujours pareil. D'autant plus qu'on va vers le bas. Donc, et d'autant plus qu'on va aussi à l'opposé de l'axe principal de la lumière. Donc notre axe principal, il est comme ça. Donc ici, par exemple, sur les pecs, on va avoir une belle source de lumière qui va prendre le dessus du pec, comme ça. Hop, pareil de l'autre côté. Comme ça. Et on va avoir le lien qui se fait ici. Hop. Avec le volume suivant, puis pareil ici. Hop, donc c'est pour ça on fait vraiment l'effort de faire ce petit lien comme ça dès le début. Comme ça c'est fait, on l'oublie pas. Et puis ensuite, on va étendre notre lumière. Donc là, forcément, étant donné que la lumière vient de cette direction-là, hop, on va avoir notre lumière qui va être d'autant plus marquée à cet endroit-là, à l'intérieur ici du pec. Hop. Une fois qu'on a fait notre lien, en fait, mais on peut créer des petites démarcations, des petites différences. Là, on peut marquer le creux à cet endroit-là, puisque de toute façon, le lien, il a été fait. Donc, on comprend que c'est un seul matériau, que c'est tout d'un seul tenant, cette peau. Et donc, du coup, il n'y a pas cet effet, on n'aura pas cet effet armure. Alors, je vais juste refaire la mise au point pour qu'elle soit bien ici. Donc, une fois qu'on a marqué l'endroit de notre lumière, comme ça, on va bien évidemment l'accentuer jusqu'à ce que l'endroit qui est le plus lumineux soit bien opaque. Et déjà à ce moment-là, on va progressivement, alors j'allais dire réduire, c'est pas nécessairement réduire, mais en tout cas on va changer la distance qu'on couvre, la surface qu'on couvre à chaque passage, de manière à commencer à créer un dégradé qu'on viendra ensuite lisser de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, avec du coup la couche précédente, en l'occurrence le light brown. Donc sur cette partie haute, on va couvrir une zone
qui est quand même assez importante. Là, on va élargir la zone de contact entre les deux volumes. Hop. Voilà, sur cette partie haute, on va couvrir une zone assez large, de manière à avoir quand même une lumière qui est plus présente. Sur le bas, par contre, on va réduire d'autant la surface couverte par cette nouvelle couleur, par cette lumière, de manière à avoir bien un focus qui se fait sur le haut de la figurine. Et alors ici, petite astuce, pour avoir une peau comme ça qui est un peu marquée, qui est un peu tannée, qui a du vécu, j'aime bien fonctionner avec des petits traits comme ça de peinture, ce qui va strier la peau et faire comme des marques de vieillissement, ouais, une peau qui est bien marquée, quoi, tout simplement. J'ai marqué mes lumières, je fais exactement de la même manière que le passage précédent, c'est-à-dire que je vais faire un glacis avec le light brown, et on va venir affiner comme ça en passant au niveau des transitions. Donc là, par exemple, je le montre très rapidement sur le pec. Voilà, avec un seul passage, ça affine déjà un petit peu. On peut bien évidemment faire des allers-retours entre les deux, c'est-à-dire que là j'ai affiné, j'ai perdu un petit peu trop de lumière, je reviens avec ma lumière avec une peinture un peu plus diluée. Hop. Et on peut faire ça en aller-retour comme ça, ainsi de suite, jusqu'à obtenir un dégradé qui nous convienne. Bien évidemment, au plus on va y passer de temps, au plus le dégradé va être fin et lisse. Là du coup je vais faire tout ça hors caméra. Et puis on finira avec les deux dernières lumières, à savoir le Luminous Flesh et le Pale Sand. Et voici où nous en sommes, une fois qu'on a fini notre passage avec le, hop, que je ne me trompe pas, le Radiant Flesh, donc qui faisait suite au Saddle Brown, Dark Brown, puis Light Brown, donc Radiant Flesh. Pour voir la différence, j'ai fait l'avant, voilà, qui est comme ceci, avec une peau qui est voilà, assez chargée en termes de couleur, qui est assez chaude, et l'arrière que j'ai laissé pardon, à l'étape précédente. Donc on voit bien la différence, hein. Il y a une belle luminosité qui s'est créée ici, contrairement à l'arrière où on est encore assez sombre. Donc là du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire nos points de lumière, et ces points de lumière, on va les faire dans un premier temps avec du Luminous Flesh, et dans un second temps, très court, avec du Pale Sand. Donc ici, pour le Luminous Flesh, on va prendre tout de suite un pinceau de petite taille qui a une bonne pointe, comme ça on va être assez précis. On va donc réduire à nouveau notre zone d'application, toujours en concentrant sur les endroits qui sont le plus en face de la lumière possible, le plus directement impactés par cette lumière. Et ici, on va quand même rester assez court. Donc là, comme on le voit par exemple sur le pec ici, je fais des tout petites zones pour que on s'étale pas trop et qu'on ne perde pas la saturation de notre peau. Ici, on est vraiment en train de donner son côté qui est un peu satiné, malgré le fait qu'elle soit tannée. Encore une fois, on est en effet sur une peau qui va être un poil moins brillante, avec un petit peu moins de réflexion qu'une peau beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse. Mais on a quand même cet aspect de brillance qui vient, parce que même si c'est une peau tannée, ça reste une peau. Et donc du coup, on va rester sur des lumières qui sont assez courtes, comme ceci. Donc là, ici, je vais réduire un peu la luminosité de la lampe. Hop, comme ça. Je la réduis même fortement pour qu'on voit exactement à quel endroit je viens taper, parce que c'est vrai que sinon, c'est un petit peu cramé à la caméra. Donc là, on voit que c'est vraiment des zones qui sont très très courtes. Je vais étirer un petit peu ces zones-là sur le visage. Je vais en faire des zones encore plus courtes sur le bas de la figurine, notamment le genou ici. Puis ensuite, avec le Pale Sand, on fera vraiment les derniers points de lumière. Donc là, du coup, je vais montrer tout de suite ce que ça donne. Comme ça, je finirai le reste hors caméra, et ça vous aura donné un bon aperçu de cette recette de peau. Et notamment aussi, alors au-delà des pots de peinture et des teintes utilisées, le processus pour arriver à faire ça. Donc du coup, ici, on va rester vraiment à l'intérieur de la lumière précédente pour faire des toutes petites zones de lumière. Hop.
Et voilà ce que ça donne. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très court. Alors bien évidemment, il faut faire abstraction de tout ça. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais finir tout ça. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini de mettre en place nos éclaircissements. Donc là, du coup, on a bien ce qu'on voulait, à savoir une peau bien dorée, bien bronzée, bien tannée, qui sert l'image du personnage, cette espèce de gros cyclope là qui est prêt à tout casser. Titre de comparaison, comme je le disais, donc j'ai pas fait le dos ici pour montrer la différence. Donc là, on en était à l'étape du light brown. Donc là, il va nous rester le radiant flèche et les lumières pour arriver à l'étape de devant. Donc on voit bien qu'on a bien monté nos lumières, on les a un petit peu étirées quand même, histoire que ça soit pas quelque chose de trop brillant. Maintenant, il resterait une étape pour moi qui est importante, à savoir rajouter des nuances dans cette carnation. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo, et je pense qu'on continuera sur ce gentil petit cyclope pour aborder ce sujet, ce qui permet de faire des vidéos qui sont un petit peu plus courtes, un petit peu plus digestes, mais si ça vous intéresse, bien sûr, il faudra voir cette prochaine vidéo, et le mieux pour voir cette prochaine vidéo, bien sûr, c'est de s'abonner à la chaîne. Bien sûr, je t'invite à nouveau à aller voir la page Kickstarter du jeu Cyclades, puisque c'est de ce jeu que cette figurine est tirée, et comme on l'a vu, il y en a quelques autres qui sont plutôt intéressantes, et à mon avis, pour la peinture, ça doit être assez cool. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris quelque chose, j'espère que maintenant tu vois un peu plus clair sur non seulement la recette pour cette peau un peu tannée, mais aussi les petites choses théoriques qu'on a pu voir en début de vidéo. Bref, grosso modo, j'espère que tu auras appris quelque chose, quoi. C'est ça le principe du truc. Maintenant, si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à la commenter. Ça fait toujours plaisir, ça aide énormément la chaîne. Je te laisse et je te dis à très très bientôt pour une autre vidéo. D'ailleurs, probablement qu'on continuera, comme je le disais, sur ce géant pour voir un petit peu les aspects de la carnation, pour ajouter des petites nuances, tout ça dans la peau. Et d'ici la prochaine vidéo, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne soirée. Et bien sûr, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre des couleurs dans sa vie. Ciao!